Si Roma avait pris cette position, il ne changera jamais. Il vous accompagnera jusqu'à la fin de cette carrière. Et puis du jour au lendemain, il dit non. C'est en 2008, j'ai d'abord été ministre au mois de juin 92. J'ai été député pendant 6 mois, 7 mois. Et après l'élection présidentielle, comme l'UNDP avait perdu l'élection présidentielle, et que moi j'étais l'un des pères fondateurs de ce parti politique, député de mon État, nous avons donc décidé de répondre à l'appel que le président Biya a lancé au parti. Cette partie-là, je vais passer rapidement parce que c'est controversé. C'est controversé parce que nous sommes entrés au gouvernement sans l'avis du parti. De prime abord, comme ça, quand vous entendez ça, vous dites « Ah, ils ont trahi leur parti ». Tout à fait. C'est pour ça que c'est très compliqué. Nous en parlerons une autre fois. Mais ça figure dans mon livre. J'ai déjà écrit un livre dans la perspective de ma candidature à l'élection présidentielle parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent à qui ils ont affaire. Vous trouverez donc dans cet ouvrage que je vais publier dans très bientôt. Parce qu'en politique, c'est vrai que Talleyrand disait que en politique, la trahison n'est qu'une question de temps. C'est vrai? C'est vrai. En politique, la trahison n'est qu'une question de temps. Je vais vous dire pourquoi. Je vous ai énoncé un grand principe tout à l'heure. Si vous aimez quelqu'un parce qu'il... Bon, nous les hommes, si on dit qu'on aime une femme parce qu'elle est belle, nous savons que cette beauté va disparaître. Tout à fait. S'il vous plaît. Si vous dites que j'aime ceci parce que, c'est sûr que c'est parce que disparaîtra. Un jour. Et comme c'est ce parce que qui est porteur de votre engagement, dès lors que le parce que disparaît, votre engagement aussi disparaît. Office. Est-ce qu'on se comprend les verbes? Oui. Je veux ceci parce que, le parce que explique la cause. Mais il suffit simplement que ça change pour que vous changiez. En 92, donc, j'ai été, et puis je suis sorti du gouvernement à la suite de beaucoup de bagarres. Moi, je suis né bagarreur. Oui. Vraiment, mon ADN Souleimanou, si vous y regardez très bien, vous le décryptez, vous verrez que toute mon existence, je n'ai été que iconoclaste. Toute ma vie. Je n'ai jamais dit oui quand il faut dire non. Quelles que soient les circonstances. Bon, c'est en 2008 que l'aventure a commencé, lorsque j'avais décidé de soutenir la modification de la Constitution afin de permettre à M. Biya de se représenter aux élections. Parce que si on ne modifiait pas la Constitution en 2008, pour qu'en 2011 qu'il puisse se présenter à la présidence, la Constitution ne lui autorisait pas à se porter candidat. Il fallait donc modifier la Constitution. Et dans son cas, pratiquement personne ne voulait cette modification parce que dans sa propre famille politique, on voulait qu'il parte. Moi, sorti de nulle part, mais pour des raisons bien fondées que je ne vous dirai pas. Oui. Il y a des choses que je garde pour moi. Pour des raisons bien fondées que je ne vous dirai pas au moins aujourd'hui, j'ai senti la nécessité de l'accompagner pour que cette constitution-là soit modifiée. Ça n'a pas été facile.
je devais avoir à faire face à des universitaires, à des politiques, ainsi de suite. Dieu merci, ça a été. Autre événement, en 2008, les émeutes de la faim. C'est des jeunes, émeutes de la faim, l'augmentation du prix du carburant, ça se répercute les denrées alimentaires, flambée des prix, la famine, ainsi de suite. Là également, il y a eu beaucoup de dégâts et il fallait donc quelqu'un pour redorer le blason et trouver des arguments qui tiennent la route, qui autorisent donc que de tels événements se produisent. Il y a également un autre événement marquant, très indélébile, c'était les biens mal acquis. C'est des accusations qu'on levait contre le chef de l'État, qui s'est enrichi, bref. Là également, je suis monté au créneau pour défendre. Et puis c'est en 2009 que le président de la République décide donc de faire de moi son ministre, la communication et porte-parole du gouvernement. Là, vous tous, vous avez eu l'opportunité de me voir devant le petit écran, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, la plupart, vous étiez encore très jeunes, hein, parce que ça date au moins, combien là, au moins 10 ans, 15 ans, donc vous étiez encore jeunes. Bref, là également, je l'ai soutenu. Et voilà deux dates marquantes. En tant que ministre de la communication porte-parole du gouvernement, mais également président national du FSNC. Je devais donc conduire l'élection présidentielle de 2011. J'ai pris l'engagement d'accompagner le président de la République. Ce n'est pas mon vote qui intéressait le président. C'est le vote des populations derrière moi, dans le cadre du parti. Et pour ça, je devais donc aller à la base, interroger la base de tous les candidats sur lesquels j'étais vos votes dévolus. 2011, M. Bia. Je rentre, je me fais fort donc de la volonté de la base. Je dis ok, pas de problème, on vous soutient jusqu'à la fin de la carrière. Jusqu'à la fin de la carrière, ça c'est l'engagement du politique. L'engagement du politique. Parce que cet engagement défie l'évolution, défie le temps. 2011, ça va. 2018, je retourne encore vers la base. Lequel de tous les candidats voulez-vous? Invariablement, le président Bia. Très bien. Je rentre, je lui rencontre. Monsieur le Président, on vous accompagne jusqu'à la fin de la carrière. Déclaration du politique. Puis 2025 vient. Ah oui. Vous avez raison, 2025 vient. Ah oui. Je viens donc, je fais une note au président de la République. Je dis 2025 là, ça doit être compliqué. Parce que nous sommes là depuis 43 ans. Et puis vous-même, vous commencez un peu à être fatigué. Il faut donc que j'aille sur place pour prendre la température. Pour que les militants de mon parti me disent, une fois de plus, de tous les candidats, sur lequel de tous sont-ils prêts à jeter leur dévolu. N'est-ce pas, Souleymane? Oui. C'est bien donc. Je dois commencer par Marois et puis Garoua. Entre-temps, les trois évêques, fils du Septentrion, sans se concerter, ils disent que 2025 là, nous sommes à prendre même le diable. Nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus.
Même si c'est le diable, C'est nous allons mieux qu'il prendre. prenne d'abord. On le prend d'abord On verra après. et puis on voit après. On applaudissait parce que c'est pas moi qui ai dit ça. Bon, j'arrive. Dès que j'arrive ici pour aller à Maroua, mes camarades, mes émissaires de Maroua m'envoient une délégation pour me dire, Tiroma, vous quand on vous voit c'est bien. Mais cette fois-ci, si vous nous parlez de lui, c'est des jets de pierre qui vont vous accueillir. Et si ce n'est pas des jets de pierre, nous vous laisserons tout seul. Pour votre âge et pour ce que vous avez fait, on va vous laisser seul. Nous n'en voulons plus. C'est le message que je reçois à Garoua. Un homme averti en beau Dieu. Je vais à Maroua. Une foule comme tout politicien aimerait en voir. Immense, à perte de vue. Sauf que quand j'ai monté sur le podium, 3 de mes camarades sont amis. Votre présence à mon domicile aujourd'hui me procure au-delà du plaisir, le réconfort de ce que, pour autant que vous êtes ici, vous êtes tous prêts à me prêter une attention pour écouter le message dont je suis porteur, je pourrais être porteur, mais ce ne sera pas un monologue, ce sera un dialogue. Parce que c'est vous, les jeunes, qui dites que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, se fait contre vous. Je ne saurais vous proposer une société qui ne soit pas celle. Je dis que le respect de l'heure, c'est la politesse des princes, mais Suleiman, votre porte-parole, nous a présenté à lui et à moi-même nos excuses. Merci beaucoup. Comme dirait l'autre, hier j'étais comme vous et demain vous serez comme moi. Mon souhait, c'est d'être au-delà de ce que je suis. Parce qu'il n'y a de limite dans l'existence d'un être humain que la limite que vous-même vous serez imposée. Le terme est impossible. Et par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, et parce que je sais que c'est maintenant que le temps est venu pour oser. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Si vous n'êtes pas intéressé, je ne dirai rien. Non. D'abord, je tiens à vous dire une vérité. Et cette vérité est une vérité éternelle. C'est une vérité qui ne changera jamais. Et c'est la seule. C'est la seule. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Cette vérité dit que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change. Le fait que tout change ne changera jamais. Alors partant donc sur cette prémisse-là, en vertu de quoi vous dites aujourd'hui, moi c'est ça, je ne changerai jamais. Vous savez que vous mentez, simplement parce que le Créateur lui-même, il est changement. Le Créateur de la terre et du ciel, là. Le Créateur de l'univers ou des univers, lui-même, il, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, et parce que je sais que c'est maintenant que le temps est venu pour oser.
Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Si vous n'êtes pas intéressé, je ne dirai rien. Non. D'abord, je tiens à vous dire une vérité. Et cette vérité est une vérité éternelle. C'est une vérité qui ne changera jamais. Et c'est la seule. C'est la seule. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Cette vérité dit que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change. Le fait que tout change ne changera jamais. Alors partant donc sur cette prémisse-là, en vertu de quoi vous dites aujourd'hui, moi c'est ça, je ne changerai jamais. Vous savez que vous mentez, simplement parce que le Créateur lui-même, il est changement. Le Créateur de la terre et du ciel, là. Le Créateur de l'univers ou des univers, lui-même, il est changement. C'est la pluie? Oui, Une grâce. Inch'Allah. Ça ne Ça ne dérange pas, pas du tout. Vous voulez que j'arrête ou on continue? Non, on continue. Ça vient de commencer. Très bien. Votre présence à mon domicile aujourd'hui me procure au-delà du plaisir, le réconfort de ce que, pour autant que vous êtes ici, vous êtes tous prêts à me prêter une attention pour écouter le message dont je suis porteur, je pourrais être porteur, mais ce ne sera pas un monologue, ce sera un dialogue. Parce que c'est vous, les jeunes, qui dites que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, se fait contre vous. Je ne saurais vous proposer une société qui ne soit pas seule. Je dis que le respect de l'heure, c'est la politesse des princes, mais Suleiman, votre porte-parole, nous a présenté à lui et à moi-même nos excuses. Merci beaucoup. Comme dirait l'autre, hier j'étais comme vous et demain vous serez comme moi. Inch'Allah. Mon souhait, c'est d'être au-delà de ce que je suis. Parce qu'il n'y a de limite dans l'existence d'un être humain que la limite que vous-même vous serez imposée. Le terme est impossible. Et par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, et parce que je sais que c'est maintenant que le temps est venu pour oser. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Si vous n'êtes pas intéressé, je ne dirai rien. Non. D'abord, je tiens à vous dire une vérité. Et cette vérité est une vérité éternelle. C'est une vérité qui ne changera jamais. Et c'est la seule. C'est la seule. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Cette vérité dit que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change. Le fait que tout change ne changera jamais. Alors partant donc sur cette prémisse-là, en vertu de quoi vous dites aujourd'hui, moi c'est ça, je ne changerai jamais.
vous savez que vous mentez. Simplement parce que le Créateur lui-même, il est changement. Le Créateur de la terre et du ciel, là. Le Créateur de l'univers ou des univers, lui-même, Lorsque l'on écoute attentivement les propos tenus dans ce débat, il est évident que la scène politique camerounaise traverse une période de fortes contradictions. D'un côté, on observe un discours très sévère de figures comme Blériot Nimec, qui rappelle qu'Issa Chiroma a passé de longues années au sein du gouvernement qu'il critique aujourd'hui. D'un autre côté, on entend des justifications et des manœuvres politiques qui semblent davantage tourner vers le calcul stratégique que vers l'intérêt collectif. Cette situation soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure les acteurs politiques qui ont longtemps servi le système peuvent-ils réellement se présenter aujourd'hui comme des opposants crédibles? Ce paradoxe mérite d'être analysé avec lucidité et sans passion excessive. Il faut reconnaître que les critiques formulées contre Issa Chiroma et Bello Bouba ne manquent pas de pertinence. Pendant des décennies, ces deux personnalités ont occupé des postes importants, accompagnant le président Paul Biya dans la gestion du pays. Leur présence dans les sphères du pouvoir ne relevait pas de la simple figuration. Ils ont activement contribué à maintenir un système politique qui, aux yeux d'une grande partie de la population, n'a pas su répondre aux attentes essentielles en matière de développement, de justice sociale et de gouvernance. Lorsque l'un d'eux affirme aujourd'hui que voter pour Paul Biya serait un acte criminel, on comprend facilement pourquoi certains Camerounais réagissent avec ironie ou méfiance. L'incohérence est visible et soulève de profondes interrogations sur la sincérité de ces prises de position. Cependant, il est également important de rappeler que la politique est souvent un terrain mouvant. Les alliances changent, les discours s'adaptent et les acteurs politiques peuvent modifier leur position en fonction du contexte. On peut donc se demander, Issa Chiroma parle-t-il par conviction, ou bien son nouveau discours n'est-il qu'une stratégie visant à se repositionner dans l'opinion publique? Cette ambiguïté nourrit la méfiance des citoyens, qui ont déjà été témoins de nombreuses promesses non tenues. Le peuple camerounais, en majorité jeune, réclame davantage de cohérence et d'honnêteté dans les discours politiques. Cette exigence est légitime car sans confiance, aucune dynamique démocratique véritable ne peut s'installer. En analysant les extraits de ce débat, on perçoit aussi un autre enjeu, la question de l'équilibre des forces régionales. Les propos sur le rôle du Grand Nord dans l'électorat, sur l'influence des voix du Sud ou encore sur les calculs liés aux bastions électoraux illustrent un problème récurrent de la politique camerounaise, la fragmentation et l'instrumentalisation des identités régionales. Plutôt que de construire un projet national basé sur une vision unificatrice, certains responsables semblent s'appuyer sur des logiques de division qui ne servent finalement qu'à préserver leur propre position. Cette manière de penser la politique comme une géographie électorale figée prive le pays de l'élan collectif dont il a besoin pour se moderniser. L'autre point saillant dans cette discussion concerne le rôle de Maurice Kamto et de son parti. L'évocation de sa candidature rejetée, des attentes de ses militants et de son positionnement face aux autres partis révèle une tension profonde entre la volonté de changement exprimée par une partie des citoyens et les blocages institutionnels qui freinent cette dynamique. Le fait que certains responsables politiques envisagent d'inclure Kamto dans des stratégies même sans qu'il soit candidat démontre qu'il reste une figure incontournable du paysage politique actuel. Mais cette centralité ne doit pas faire oublier l'essentiel. Ce sont les aspirations du peuple camerounais qui doivent guider le débat et non seulement les ambitions individuelles des leaders. À travers tout cela, une impression se dégage, celle d'un système où beaucoup d'acteurs semblent plus préoccupés par leur place à la table des négociations que par le sort réel des citoyens. Lorsque des figures politiques qualifient d'autres des infiltrés ou les accusent de travailler pour le camp adverse, cela traduit une atmosphère de suspicion généralisée qui n'est pas favorable à la construction d'un projet commun. Or, ce dont le Cameroun a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une multiplication de rivalités personnelles, mais d'un dialogue franc et inclusif autour des grandes priorités nationales, l'éducation, la santé, l'emploi, la justice et l'unité. Il faut donc prendre du recul et ne pas se laisser emporter par des déclarations ponctuelles. L'analyse critique nous oblige à observer les faits. Qui a fait quoi dans le passé? Quels résultats concrets a produit l'action politique de ces personnalités? Quelles sont leurs propositions actuelles et sont-elles crédibles au regard de leur parcours? Ce type de questionnement permet d'aller au-delà des slogans et de mieux comprendre les véritables enjeux. C'est aussi une manière pour les citoyens d'exercer leur pouvoir de discernement et de refuser d'être manipulés par des discours changeants. Dans cette optique, la sortie de Blériot Nimec apparaît comme une interpellation salutaire. Elle rappelle aux Camerounais qu'il est nécessaire d'évaluer les leaders à la lumière de leur parcours et pas seulement à travers leurs paroles actuelles. Un peuple qui oublie trop vite s'expose à répéter les mêmes erreurs. C'est pourquoi chacun doit rester vigilant et chercher à s'informer de manière indépendante.
C'est aussi l'importance de plateformes comme celle-ci. Elles permettent d'ouvrir le débat, de confronter les points de vue et de donner la possibilité aux citoyens de réfléchir par eux-mêmes. D'ailleurs, si vous lisez ce commentaire en ce moment, je vous encourage à réagir en partageant vos propres analyses dans l'espace commentaire. Votre avis est précieux car il enrichit la discussion et permet de montrer que la société civile camerounaise n'est pas passive. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo afin que le maximum de personnes puissent être informées et participer à cette réflexion collective. C'est par la circulation des idées et le dialogue que la conscience citoyenne peut progresser. En conclusion de cette première partie, il apparaît clairement que la scène politique camerounaise est marquée par un mélange d'incohérences, de stratégies personnelles et de calculs électoraux qui affaiblissent la confiance des citoyens. L'attitude d'anciens responsables devenus critiques soulève des interrogations légitimes, tandis que la fragmentation entre partis d'opposition complique la construction d'une alternative solide. Mais en même temps, cette situation offre une opportunité, celle de rappeler aux Camerounais que la véritable force du changement réside dans leur capacité à s'informer, à analyser et à s'exprimer librement. En poursuivant l'analyse, il est essentiel de s'intéresser à la manière dont les stratégies politiques sont conçues et utilisées dans le contexte camerounais. On remarque que beaucoup de leaders et d'anciens responsables se concentrent sur des calculs tactiques pour fragiliser leurs adversaires, plutôt que de proposer des solutions concrètes aux problèmes du pays. Par exemple, la discussion sur la manière de mobiliser l'électorat du Grand Nord ou du Sud montre une approche essentiellement quantitative. Il s'agit de maximiser les voix indépendamment de la qualité du projet politique. Cette logique électoraliste peut sembler pragmatique, mais elle risque de détourner l'attention de l'essentiel, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et la construction d'un projet de société cohérent et inclusif. L'extrait dans lequel Blériot Nimek évoque le fait que tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, mérite une attention particulière. Cette remarque souligne une réalité que beaucoup de citoyens perçoivent depuis longtemps. Certains responsables semblent attachés davantage à la conservation de leur position qu'au service public. Cela ne signifie pas que tous les acteurs politiques sont identiques, mais cela impose aux citoyens un devoir de discernement. Chaque prise de parole doit être confrontée à l'histoire politique de l'individu, à ses actions passées et à sa cohérence dans le temps. C'est ce type de réflexion qui permet d'éviter les déceptions et les illusions électorales. Un autre élément important à analyser concerne le rôle des jeunes dans le processus politique. Dans les propos du débat, il est souligné que l'espoir doit se concentrer sur les jeunes qui croient au changement. Cette observation est fondamentale. Le Cameroun dispose d'une population jeune extrêmement dynamique et connectée, capable de transformer la scène politique si elle est correctement informée et mobilisée. Cependant, cette jeunesse est souvent la cible de manipulation et d'infiltration politique, comme le mentionnent les extraits sur les infiltrés du RDPC. L'enjeu est donc double. D'un côté, éveiller la conscience citoyenne des jeunes, et de l'autre, protéger leur engagement contre les tentatives de récupération par des intérêts partisans. Dans ce cadre, la question de la crédibilité des partis d'opposition devient cruciale. L'analyse des interactions entre Maurice Kamto, le MRC et d'autres formations montre que la scène politique reste fragmentée. Les discussions autour de la validation des candidatures, des listes et des stratégies de coalition illustrent les difficultés que rencontrent les partis pour se fédérer autour d'un projet commun. Cela met en lumière un problème structurel. Sans unité et coordination, les forces d'opposition risquent de rester dispersées et inefficaces, ce qui peut paradoxalement renforcer la position de ceux qui sont déjà au pouvoir. La discussion sur la candidature de Maurice Kamto met également en évidence une autre réalité. La bureaucratie politique et les règles internes des partis peuvent parfois être utilisées comme instruments de blocage. Les longues procédures de validation, les exigences de démission ou d'incompatibilité avec d'autres structures illustrent que la politique camerounaise comporte des obstacles institutionnels qui vont au-delà des simples rivalités personnelles. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour toute personne qui souhaite analyser sérieusement le processus électoral et anticiper les difficultés que pourraient rencontrer les candidats, qu'ils soient anciens responsables ou figures émergentes. Un point clé de cette analyse est la distinction entre les ambitions personnelles et l'intérêt général. Dans plusieurs passages, il est clairement mentionné que certains acteurs ne sont pas là pour le changement mais pour une personne. Cela met en lumière un phénomène classique dans beaucoup de systèmes politiques, la personnalisation du pouvoir. Les leaders politiques sont jugés non pas uniquement sur leurs idées ou leurs programmes, mais sur leur capacité à obtenir et maintenir un certain contrôle sur les institutions et les électeurs. Ce type de dynamique peut être très efficace pour gagner des élections, mais il reste problématique du point de vue de la construction démocratique et de la consolidation de l'État. L'importance de l'information et de la transparence apparaît aussi comme un facteur déterminant. Dans les extraits cités,
Plusieurs points de la loi et des règlements internes des partis sont discutés, parfois de manière complexe. Pour le citoyen lambda, il est difficile de se repérer dans ces procédures. Cela montre que la connaissance précise des règles et des processus électoraux est un atout majeur pour comprendre la scène politique et ne pas se laisser influencer par des déclarations simplifiées ou manipulatrices. Encourager le public à s'informer et à lire les textes, à comparer les actions et les paroles des leaders, est donc une démarche essentielle pour renforcer la démocratie participative. Dans cette optique, le rôle des médias et des plateformes comme YouTube devient central. Les vidéos, débats et commentaires permettent de diffuser des analyses critiques et d'éveiller la réflexion des citoyens. Cependant, pour que cela soit efficace, il est nécessaire que le public participe activement, commenter pour partager ses impressions, poser des questions, confronter les points de vue et partager l'information pour toucher un plus grand nombre de personnes. Ces actions contribuent à créer un espace public plus informé et plus vigilant, capable de peser sur la vie politique réelle et pas seulement virtuelle. Un autre aspect à souligner est la manière dont les accusations et les qualificatifs sont utilisés dans le débat. Les termes tels que criminel, infiltré ou délinquant apparaissent fréquemment. Il est important de noter que, même lorsqu'ils sont employés pour dénoncer des comportements ou des pratiques, ces termes doivent être contextualisés et analysés avec prudence. Une utilisation non critique peut nourrir la polarisation et la méfiance entre les citoyens. Au contraire, un commentaire réfléchi et mesuré permet de mettre en évidence des problèmes concrets sans alimenter inutilement la division. C'est cette approche que nous cherchons à adopter dans cette analyse. La question de la stratégie électorale est également intimement liée à la notion de représentation et d'influence. Lorsque les intervenants évoquent les votes du Grand Nord, du Sud ou l'inclusion de certains candidats dans des alliances, cela révèle une vision très pragmatique de la politique. Chaque segment de la population est considéré comme un levier à mobiliser. Toutefois, cette logique doit être équilibrée par une vision éthique et nationale. Les électeurs ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des citoyens avec des droits, des attentes et des aspirations. Ignorer cette dimension peut créer un décalage profond entre la politique officielle et la réalité vécue par les populations. Enfin, cette partie de l'analyse montre que l'engagement civique est indispensable. Les citoyens ne peuvent se contenter d'observer passivement les échanges politiques ou de réagir uniquement aux slogans. Il est crucial de s'informer, d'analyser les positions, de comprendre les enjeux et de participer activement à la discussion. L'un des moyens concrets pour cela est de s'impliquer dans les plateformes de débat, de poser des questions, de critiquer de manière constructive et de partager l'information avec d'autres.